Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission numéro 87. Au programme, comment repenser ces stratégies marketing digitales dans un monde post-cookieless, post-consent, post-DMA, post-IA Act. Effectivement, les réglementations se multiplient et complexifient les interactions marque-client. Entre la fin des cookies tiers, malgré le rétropédalage de Google, l'exigence du consentement explicite, la régulation des géants de la tech et les récentes directives pour une utilisation responsable de l'IA, les marques doivent redessiner leur stratégie marketing et leur politique d'acquisition pour s'adapter à ce nouveau monde. Un monde qui se veut plus transparent et plus respectueux de la vie privée des consommateurs. Comment font-elles alors pour rester compétitives, innovantes et centrées sur le client ? C'est ce dont nous allons discuter avec vous quatre. Merci d'avoir accepté cette invitation. Stéphanie Gignet, je vais tous vous présenter. Vous êtes directrice marketing et e-commerce de Pierre et Vacances, acteur leader du tourisme de proximité et marque du groupe Pierre et Vacances Center Park. Absolument. À vos côtés, Loïc Koueni, bienvenue. Vous êtes directeur marketing de Direct Assurance, leader de l'assurance en ligne et marque du groupe AXA. Emilia Arnaud, bienvenue. Vous êtes directrice acquisition du groupe Fnac Darty, leader européen de la vente de produits de divertissement et de loisirs, d'électronique grand public et d'électroménager. J'ai essayé de prendre. Et je vous en remercie. Et Antoine Genot, bienvenue. Vous êtes Global Marketing Performance Director du groupe Pernod Ricard, un leader mondial du secteur des vins et spiritueux, avec son portefeuille de 240 marques premium. Alors effectivement, les professionnels du marketing digital naviguent dans un monde plus contraint, qui ne manque pas de défis à relever. Je vais démarrer avec vous, Stéphanie. Pierre et Vacances accueille 2 millions de vacanciers chaque année qu'il a fallu recruter de façon très millimétrée. Il s'agit maintenant de travailler autrement. À quel défi votre direction marketing et e-commerce doit-elle faire face avec toutes ces réglementations ? Alors, de nombreux défis. On va se concentrer sur ceux du e-commerce parce que Pierre et Vacances, c'est une marque qui se distribue à 60% sur les canaux directs et le e-commerce est évidemment majoritaire dans cette distribution. Le e-commerce, pour nous, c'est à la fois la possibilité de présenter la marque à notre façon, de garder notre indépendance par rapport à des distributeurs comme Booking, Expedia, enfin tous les grands qu'on connaît, et puis évidemment collecter la data de nos clients et donc pouvoir interagir avec eux dès le lendemain du booking. Donc les défis, j'en vois 3. Le premier, c'est évidemment toute la privacy, même si on est déjà bien rodé avec le RGPD. Mais qui s'applique au consent, donc c'est comment je peux personnaliser, interagir avec des audiences pour lesquelles je n'ai pas d'informations, c'est le premier défi. Le deuxième est plutôt lié au DMA, c'est-à-dire comment est-ce que je pilote un trafic qui est moins fort en volume, et un peu impacté en qualité quand même, parce que dans l'application du DMA dans le tourisme, on en parlait avec Émilie, notre particularité c'est que des acteurs comme Booking.com sont vus comme des agrégateurs, donc ça fait partir une partie de notre trafic chez eux. Bon, voilà, ça stimule, mais c'est challengeant, c'est la première partie. Et la deuxième, c'est que du coup, ça nous challenge sur le poids du web en fait dans notre mix distribution. Bon, notre force c'est qu'il est déjà assez installé, donc on a de quoi de réagir, on en parlera après. Le troisième défi, c'est plutôt, on n'avait pas parlé dans l'intro, mais nous c'est plutôt la migration GA4, et donc la façon de piloter maintenant nos performances dans un monde où je pense qu'il faut qu'on fasse tous le deuil du monde d'avant, c'est-à-dire on ne pourra plus mesurer comme on mesurait précédemment, et donc sur cette dimension de pilotage, il faut être plus malin, plus large, plus humble aussi dans notre façon de regarder les chiffres et les parcours clients. Voilà, donc on ne manque pas de défis, je pense. Il va falloir faire preuve d'intelligence et sans doute un peu de résilience. Voilà. On illustrera tout à l'heure. Loïc, pour Direct Assurance, alors le secteur de l'assurance est déjà bien réglementé. On a la fameuse, entre autres, loi Hamon qui simplifie la résiliation des clients. Le challenge est donc de taille pour à la fois maintenir la dynamique de croissance de Direct Assurance et aussi rester le leader de l'assurance en ligne. Quels sont aussi les enjeux auxquels vous devez répondre ? Moi, j'en ai deux gros au niveau de la marque Direct Assurance. Le premier, je dirais que c'est notre passage à l'âge adulte. Oui, on est le leader du direct, mais on n'est que 2 à 3% du marché de l'assureur.
Et pourquoi ? Parce qu'on est vu comme une marque cool, pas chère. Par contre, les gens ne savent pas qu'il y a des vrais gens derrière Direct Assurance. Et donc, mon travail, c'est de montrer on est une assurance de qualité, on a tout d'une grande, on a 4200 garages partenaires, c'est plus que des McDo, c'est le même réseau qu'AXA France, un service premium où vous avez un valet qui vient chercher votre véhicule en cas d'accident, et on a 1200 conseillers qui décrochent en moins d'1 minute. Le deuxième, ça va être de générer de la croissance. Donc on a 3 années où on a fait 5%, 10% et 15% de croissance. Donc comment on continue ça pour atteindre 2 millions de contrats et 1 milliard d'euros de primes collectées. Et tout ça dans ce nouveau monde, comme vous le disiez. Donc nous, on a beaucoup d'acquisitions online et on a vu ces derniers mois ce mix se déformer. Auparavant, ce qu'on appelle le full web, c'est-à-dire je commence mon devis sur Internet et je le finis sur Internet, c'était 30% notre mix d'acquisition. Les derniers mois, il est passé à 45%, on frôle les 50% de temps en temps. Maintenant, j'ai une granularité moindre sur mon parcours de souscription avec le cookie-less. Donc comment j'adapte comme ça mes parcours alors que j'ai moins d'infos ? Le deuxième, c'est sur la rétention. Comment j'arrive à fidéliser et garder mes clients avec la loi Hamon qui permet à un assuré de changer d'assureur au bout d'1 an. Et donc, je dois trouver de nouvelles solutions. Vous nous direz. Émilie, pour Fnac Darty, alors l'attractivité des marques du groupe, en l'occurrence Fnac et Darty, est indéniable. Vous fédérez plus de 27 millions de visiteurs uniques par mois sur vos sites marchands en France, un trafic qui témoigne de la puissance de vos stratégies digitales, stratégies d'acquisition, dans un marché qui est très concurrentiel. Quels sont aussi les défis que vous devez relever face à ces réglementations ? Alors, vous l'avez dit, donc, on a la chance d'être 2 marques très puissantes, très installées dans le quotidien des Français. Néanmoins, on est dans un environnement qui est extrêmement concurrentiel et avec quand même une consommation qui, ces dernières années, a été plutôt sous contrainte, avec des sujets d'inflation, de cycle d'équipement, de renouvellement, qui font qu'on est quand même sur des potentiels de marché qui, on va le dire, sont moins dynamiques qu'il y a quelques années. Nous, quand on parle d'acquisition, on parle surtout de performance et de mettre justement cette performance au service des ambitions commerciales du groupe, que ce soit de la génération de volume d'affaires, de la génération de rentabilité, du recrutement, de la rétention, de la réactivation de clients, et ça avec une dimension omnicanale qui est très forte, puisque une des forces du groupe Fnac Darty, c'est justement son omnicanalité et notre capacité à avoir des sites de e-commerce très puissants, mais aussi un parc de magasins très bien implantés. Effectivement, donc, dans mes équipes, je vais rejoindre ce qui a été dit par ma collègue de Pierre et Vacances. En fait, nous, la manière dont on gère la réalisation de cette performance, elle est assez simple. En fait, il s'agit d'aller adresser des consommateurs au bon moment de leur parcours, avec le bon levier, et puis de bien mesurer l'impact de ces actions. Et en fait, ces 3 dimensions ont été ces dernières années très fortement impactées par justement l'évolution du réglementaire. Donc effectivement, tout ce qui est ciblage et mesure qui est impacté par le consentement, par le cookie-less, et puis l'activation des leviers. On a parlé de DMA, on est dans un environnement où les leviers sont en changement permanent, et donc on n'est jamais dans une situation de confort et de maîtrise totale de l'écosystème média qui nous permet d'adresser nos clients. Et finalement, c'est ça notre plus gros défi. Ok, pareil, on entrera dans le détail. Alors Antoine, contrairement à nos 3 autres secteurs d'activité et invités, vous êtes dans un modèle avec Pernod Ricard, le groupe de distribution majoritairement B2B2C, avec un accès limité aux données personnelles des consommateurs. Face aux différentes réglementations, quelle est la position du groupe Pernod Ricard et quels sont selon vous les enjeux qui en découlent pour les directions marketing et digitales ? Alors déjà, quelle que soit l'industrie, l'objectif d'une campagne marketing, c'est de passer le bon message de marque au bon consommateur au bon moment. Donc ça paraît simple comme ça, mais si on fait les mauvais choix, l'effet d'une campagne peut être négatif si on sature le consommateur avec un mauvais message. Et à contrario, ça peut avoir un effet neutre, mais c'est du coup du budget qui pourrait être mieux investi. Donc le problème qu'a le marketeur chez Pernod Ricard, comme dans beaucoup d'industries, mais encore plus chez nous, puisqu'on, comme vous l'avez dit, on travaille plus de 240 marques dans une 60aine de marchés, c'est qu'il y a un champ des possibles qui est exponentiel en termes de choix de canaux de communication.
c'est un peu comme si vous étiez devant un cockpit d'avion avec des centaines de boutons et vous ne savez pas lequel commencer, activer, réduire ou amplifier. Et donc il y a deux enjeux. En fait, c'est le fait de faire le bon choix pour renoncer à des canaux de communication qui ne fonctionnent pas pour être sûr de pouvoir émerger sur les bons canaux. Et deux, être de plus en plus chirurgical sur l'exécution parce que y a une multitude, il y a une fragmentation des formats télé, multitude de plateformes de réseaux sociaux qui ont des codes spécifiques, donc il faut de plus en plus adapter le contenu. Et face à cette complexité, en fait, même le meilleur des marketeurs peut plus se fier à son intuition, il faut l'équiper avec des bons outils qui sont de plus en plus précis et performants et qui sont du coup de plus en plus demandeurs de données. Et donc, face à ça, il y a deux challenges et une opportunité. Les deux challenges, c'est le fait que dans notre industrie des vins spiritueux, en général, en grande conso, comme vous l'avez dit, on fait du B2B2C, donc on a peu de données première first party. Et le deuxième challenge que vous avez évoqué, c'est la fin du cookie-less. Donc nous, chez Pernod Ricard, on a anticipé depuis bientôt 5 ans cet environnement-là et ces challenges avec l'opportunité majeure qu'est l'IA. Donc on a lancé une transformation digitale pour utiliser l'IA et pouvoir extrapoler des enseignements avec un univers de données qui n'est pas forcément aussi complet qu'on le souhaiterait par rapport à notre industrie. C'est clair, donc on y reviendra aussi. Alors, vous l'avez tous dit, les défis imposés par ces réglementations sont concrets. Ils nécessitent de réinventer les stratégies marque digitales pour concilier à la fois la désirabilité, asseoir une marque encore plus, performance et conformité. Alors je reviens vers vous, Loïc. Comment vous avez adapté vos stratégies marketing digital pour continuer d'adresser les cibles que vous voulez adresser? D'abord, on a travaillé sur l'acquisition et on s'est demandé comment adresser les bons clients au bon moment. Et donc, on l'a fait différemment. Aujourd'hui, typiquement, moi, j'ai 3 types de clients. Je vais avoir les clients modestes qui ont un budget contraint et qui veulent venir chez FP pour avoir la meilleure qualité pour ce budget. Je vais avoir plutôt recherche de bons plans qui ont compris le modèle digital et des fraudeurs, mais je vais en parler. Pour cibler ces clients modestes, fragiles, qui recherchent le meilleur budget, c'est une donnée que je n'ai pas. Normalement, le revenu de la personne. Donc, ce qu'on a réussi à travailler, c'est que nous, on a un bon indicateur qui est la détention d'un véhicule de plus de 7 ans, qui est un bon indicateur de votre budget. Et donc, on fait des campagnes en allant chercher ce type de personnes-là. Le deuxième, plutôt pour ceux qui recherchent le bon plan, pareil, j'ai pas de profil type. Donc, ce qu'on travaille, ce qu'on appelle des profils look-alike. Donc, on prend notre base de données, on définit un peu un certain nombre de variables, etc., qui y donnent, et on est capable d'adresser ensuite des clients qui ont un peu le même type de comportement. Et donc ça a été clé chez nous parce qu'on a augmenté fortement notre budget marketing et médias en 2 ans, quasiment de 50%, et on a réussi à absorber l'inflation, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai aussi une augmentation de 50% de mes tarifs vus, etc., grâce à ces modes-là. Sur la partie rétention, et donc comme un assuré peut partir à tout moment, le problème de l'assurance, c'est que, je l'espère pour vous, vous l'utilisez le moins possible, vous n'avez pas envie d'avoir un sinistre tous les jours, et donc j'essaye d'être proche du quotidien de mes assurés. Donc ça peut être vers différentes campagnes en disant comment je peux vous aider un peu au quotidien, c'est la rentrée scolaire, à quoi sert une assurance scolaire, etc. Ou bien avec un programme qu'on a appelé Direct Avantage, qui est au service du pouvoir d'achat, qui vous donne des bons de réduction, notamment côté Fnac, Darty, sur vos achats du quotidien. Et le dernier point, nous, c'est repenser aussi nos campagnes médias. On était très mass market, on avait un budget 65% qu'on dépensait en télé. Maintenant, on est passé à 45%. Et donc, c'est comment maintenant j'arrive aussi à décliner mon plan média. Auparavant, j'avais une grosse pub télé et puis je la déclinais un peu sur les différents réseaux. Maintenant, c'est comment je définis une campagne globale intégrant dès l'origine les canaux digitaux pour avoir un message pertinent, quels que soient les canaux. Avec la volonté à moyen terme d'affiner aussi davantage le côté personnalisation. Exactement. Et segmentation. Aujourd'hui, comme je disais, j'ai plutôt un message un peu mass market. Donc demain, c'est plutôt par exemple sur nous on aime bien les locataires, c'est avoir un message précis du type venez chez nous,
En 1 heure, vous êtes assuré, donc vous avez l'attestation d'assurance envoyée à votre propriétaire, et puis prenez la protection juridique, parce qu'il y a normalement quelque chose qui vous fait peur, c'est l'état des lieux de sortie. Vous dites, on va m'enlever mes 500 € de caution, on va repeindre l'appartement, etc., pour vous faire accompagner en ce moment-là. Ouais, c'est ce type de choses que je vais essayer de travailler. C'est clair, merci. Émilie, je reviens vers vous pour le Fnac Darty. Vous avez dû aussi transformer vos stratégies dans ce monde post qui limite l'accès aux data pour préserver vos ambitions d'acquisition. Vous disiez, accompagner le business du groupe. Avec quelle tactique ? Alors, quand même, oui, l'environnement change, on a des contraintes, mais on a aussi de nouveaux outils qui nous aident pour traverser ces périodes de transformation. Donc on a déjà cité l'IA, mais c'est vrai que c'est une révolution, on n'en est qu'au début, et c'est un outil extrêmement précieux pour nous, qui nous permet d'adapter beaucoup plus facilement des contenus, de traiter quand même de la donnée de manière beaucoup plus industrialisée, beaucoup plus précise. Et nous, ça nous permet aussi d'adapter plus facilement des messages pour nos consommateurs. Pour vous donner un exemple, nous sur le SIA, on travaille avec un prestataire qui nous permet de générer des landing pages dynamiques et optimisées pour chaque parcours consommateur. Alors peut-être pour le préciser, donc on ne va pas citer peut-être de moteur de recherche, mais vous faites une recherche dans un moteur de recherche. Imaginons que vous souhaitez acheter un frigo. Vous allez cliquer sur une annonce avec un frigo. Normalement, ça vous renvoie sur une fiche article et il y a le modèle du frigo sur lequel vous avez cliqué. Aujourd'hui, notre partenaire vous met le modèle du frigo, mais travaille aussi des strates de recommandations extrêmement complètes, très détaillées, qui vous donnent d'autres modèles dans la même gamme de prix, etc. Ce qui nous évite de perdre le trafic, parce que souvent, si vous arrivez, si le produit sur la fiche article ne vous convient pas, ce que vous faites, c'est que vous revenez, et là, on est remis en compétition pour le trafic. Donc là, nous, ça nous permet de conserver le client potentiel, de le garder sur notre site, et grâce à l'IA, d'être vraiment en optimisation permanente de la proposition qui est faite aux clients, et en A/B testing permanent de l'efficacité de cette solution. Donc ça, par exemple, c'est une réponse pour nous, parce qu'effectivement, on maîtrise un peu moins ce qui se passe en amont sur les moteurs de recherche, on l'a évoqué, il y a DMA, il y a le cookie-less, etc., il y a le consentement. Mais voilà, on sait que le trafic qui arrive sur nos sites, on a une meilleure capacité de le faire transformer. Donc ce sont des outils comme ça qu'on met en place. Et puis ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure, nous on est vraiment sur la mesure, c'est vraiment clé pour nos métiers. La mesure, elle doit évoluer. Donc on a de nouveaux modèles de mesure, on a des modélisations, on parle beaucoup de modélisation économétrique, de modélisation de la donnée, on a alors c'est un peu technique, mais on a pour éviter les cookies des notions de serveur to serveur, donc d'échange de la donnée qui permettent de s'affranchir de certaines contraintes, même si c'est toujours dans le respect évidemment de nos clients et de leurs données personnelles. Et puis on a aussi de plus en plus, on fait des tests d'incrémentalité pour vérifier que les actions qu'on met en place génèrent bien du volume d'affaires supplémentaire. Et donc, ce qu'on fait aussi, c'est que ça nous a obligés à nous poser des questions sur quelles sont les bonnes données, quelles sont les données clés, parce qu'il y a eu un moment, quand on était dans le marketing, il y avait une profusion de données, on avait l'impression d'être un peu dans un magasin de jouets à Noël, il y en avait un peu partout. Et puis finalement, la question, c'était est-ce que cette donnée, est-ce qu'on l'utilise correctement ? Et donc là, voilà, ça nous a obligés quand même à nous reconcentrer. Et nous, par exemple, je vous parlais d'omnicanalité tout à l'heure, quand on est Fnac Darty, une donnée clé, c'est malgré effectivement cet environnement qui est beaucoup plus, et c'est normal, qui nous enjoint à être plus prudents avec nos données clients, il faut qu'on arrive à réconcilier les parcours. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à comprendre nos clients qui viennent par le web, est-ce qu'ils transforment en magasin, est-ce qu'ils transforment sur le web, quel est leur parcours. Donc nous, c'est vrai que on a mis en place beaucoup de tests d'incrémentalité, beaucoup de tests de mesure pour conserver cette vision du parcours. Alors que c'est vrai que sur certains autres types de data, on dit que finalement c'était peut-être moins nécessaire. Donc c'est vraiment nouveaux outils et puis se reconcentrer sur les fondamentaux et se reposer la question de ce qui est important et comment on veut le collecter, comment on veut l'utiliser. Stéphanie, je reviens vers vous. Alors, vous avez appris à travailler différemment, avec des prismes plus élargis autour de la donnée, des parcours, du ciblage, de la personnalisation. Vous travaillez différemment, c'est-à-dire ?
Nous, de toute façon, dans le tourisme, on travaille très différemment depuis le Covid. Donc, on a eu un espèce d'exercice en taille réelle d'adaptation complète. Voilà. Et en parallèle, on a en plus un grand changement, enfin beaucoup de changements en interne qui fait que le plan stratégique du groupe s'appelle Réinvention, mais c'est une réalité au quotidien. Donc, je pense que dans ce qu'on fait, il y a deux parties. Il y a déjà quand même consolider les acquis. C'est-à-dire qu'on a cette culture de la distribution directe, ce qui n'est pas si courant que ça dans le tourisme. Et donc, on a déjà des actifs clients qui sont très forts et sur lesquels on avait déjà un historique en fait, de personnalisation, traitement de données qui fonctionnait. Et ça, on continue à le faire bien, basé sur en fait, des éléments de connaissance client, notamment la répétition des comportements. Quand vous avez, comme on est une marque qui s'est beaucoup réinventée, qui a également énormément progressé en satisfaction, non, mais les clients sont très contents quand ils viennent chez Pierre et Vacances. On a à la fois des NPS très bons et des taux de retour très bons, mais avec une particularité, c'est que les gens répètent quasi le même séjour. Pour une fois sur deux à peu près, ils reviennent dans la même résidence et à la même date. Donc si vous avez cette information, c'est assez facile, entre guillemets, de les faire, d'avoir une personnalisation efficace. Donc typiquement, c'est évidemment notre cheval de Troie pour non pas contourner, mais en tout cas réagir face au sujet de consent. Donc c'est loguer les clients, c'est pas évident. Nous, on n'est pas du tout dans de l'ultra-fréquence et puis on n'est pas dans du service. Vous achetez malheureusement vos vacances à peu près tous les ans. On aimerait que ce soit plus souvent, mais voilà. Et donc la connexion, la possibilité de rentrer dans un compte, de retrouver son dernier séjour, une offre client adaptée à votre profil, ça peut être un bon argument. C'était pas notre culture de loguer les clients, donc ça c'est une première modification qui est là en train de se mettre en place. Le deuxième volet, c'est sur l'acquisition. Je ne vais pas redire, on a évidemment aussi beaucoup d'outils, de tests, d'une espèce d'obsession évidemment de l'incrémentalité. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de regarder les choses différemment, c'est-à-dire de réfléchir en tant que parcours. Et effectivement, je pense que non seulement la data totale, absolue, complète, permanente, elle est derrière nous. Je ne suis pas complètement certaine que ce soit une mauvaise nouvelle, parce que voilà, ça permet de reprendre du recul et aussi de repenser je pense que ça remet beaucoup au centre la perception de valeur, en fait. C'est-à-dire quel est le contrat que je propose à mon consommateur, qu'est-ce que je lui propose comme expérience, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de venir chez moi plutôt qu'ailleurs. C'est d'autant plus important que, je le disais, en ce moment, il y a une partie du trafic qui part plus facilement chez les agrégateurs type Booking. Et quand vous êtes sur Booking, tout le monde fait ça, en général, vous retournez sur la fiche de l'hébergement de l'opérateur pour vérifier. Donc nous, typiquement, le template fiche produit, c'est le premier template d'entrée dans le site, ça l'est de plus en plus. Donc le fait d'avoir retravaillé en se disant, ce qui est important, c'est d'être immersif, qualitatif, de projeter sur l'expérience, assez complet, sans être complètement exhaustif. Voilà, ça nous a beaucoup aidé. Et on a des taux de passage qui progressent entre 10-15%, donc c'est plutôt bon. Et puis, à la fin, ça nous permet, même si le trafic est différent et plutôt... il n'est pas tellement en baisse, mais c'est compliqué aussi de réconcilier les sources de trafic et les parcours, ça aussi, on ne dit pas. Mais au final, on arrive quand même à avoir des résultats positifs sur le chiffre d'affaires, ce qui veut dire que la conversion, évidemment, s'améliore. Sur l'acquisition, là, on vient de figer les OKR. Tous les AB tests qu'on sort là sur les 3 mois qui viennent, ils sont exclusivement consacrés à ce qu'Émilie décrivait, c'est-à-dire ce couple... acquisition landing page avec des tests évidemment de contenu qui doivent démontrer de l'incrémentalité. On avait déjà une très forte culture des AB tests. Voilà, on continue. Puis le troisième adaptation ou changement, peut-être le plus dur à faire, c'est le changement humain, donc, qui est pour moi de 2 ordres. Le premier, c'est réunir les gens pour regarder les choses différemment. Donc oui, il y a les données analytiques, les données web analytics, les données web centriques, ad centriques, déjà il y a du boulot, mais on a évidemment aussi les données du système de réservation, donc c'est élargir, et donc là il y a un gros défi, c'est apprendre aux équipes data à sortir de leur expertise, de leur silo, qui font super bien,
mais donc en élargissant les sources de données, en apprenant à modérer un peu les learning, enfin les enseignements, et aussi en interagissant. Et donc, en fait, avec toute l'explosion de la data science, etc., de ces dernières années, on a célébré l'expertise. C'est vrai. Hein. Et là, l'expertise, elle est hyper dure à trouver. Là, l'expertise, elle doit se décloisonner, elle doit apprendre à travailler, elle doit faire preuve aussi développer des soft skills moins techniques. Voilà. Et ça, je trouve ça assez passionnant et assez intéressant. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup quand on pose cette question mais en fait, pourquoi on le fait comme ça? Et puis, je dis, parce que... et puis là, tac, ça part. Et comment je la réinjecte dans les métiers, c'est fini, quoi. Ouais. Et donc, voilà, donc, en ce moment, ça m'occupe pas mal. Et donc, à travers, finalement, la réorganisation de nos dashboards, enfin, nos tableaux de bord et notre pilotage, on retrouve de l'interaction et un pas de recul qui remet la marque, le client et aussi beaucoup le bon sens et l'intuition, comme tu le disais, dans le paysage, quoi. Bon. Et après, effectivement, je pense que c'est un équilibre, et tant mieux, parce que je pense qu'on en parlera après, mais comme l'AI apporte énormément d'innovation, d'accélération, de nouvelles possibilités, je pense que pouvoir accueillir toutes ces innovations avec des organisations qui sont bien capées, bien organisées humainement, c'est une vraie force, en fait. Merci beaucoup Stéphanie. Alors Antoine, pour Pernod Ricard, vous avez choisi de travailler avec votre propre écosystème. Vous avez commencé, écosystème data, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Une stratégie qui vous rend finalement indépendant des contraintes réglementaires. Quelles sont les innovations que vous avez pu initier pour continuer d'engager vos audiences et de recruter des clients, même si, je rappelle, vous êtes dans un écosystème B2B2C? Alors, je vais vous parler de 3 innovations. La première, qui est la plus simple, c'est le CRM multimarque, donc qui est de faire profiter à d'autres marques de notre portefeuille des données first party qu'on a récoltées sur une marque en particulier, avec bien sûr le consentement du consommateur. Donc, concrètement, je viens de visiter la distillerie Jameson, j'accepte de recevoir des informations sur la marque. Donc c'est le opt-in, mais j'accepte de recevoir aussi des infos sur d'autres marques, donc c'est l'opt-in multimarque. Donc ça, c'est assez simple à faire. L'avantage pour le consommateur, c'est qu'il y a une variété de contenus, et pour nous, ça nous permet de pousser notre portefeuille de marques dans une logique de moment de consommation, donc avec des marques qui sont à peu près similaires à Jameson, comme Absolut ou Malibu. Le deuxième exemple, c'est le marketing contextuel. Donc ça repose pas sur les données personnelles, mais sur les centres d'intérêt. Donc, par exemple, si quelqu'un cherche du contenu sur la musique, je vais aller associer une marque comme Ballantine's, alors que si le conso cherche quelque chose sur un contenu sur la gastronomie, plutôt sur Perrier et Jouette. Jusqu'à présent, ça se faisait essentiellement via mots-clés, donc quelque chose d'assez simple. Et les outils d'IA permettent aussi d'associer de l'image ou de la vidéo, donc ce qui rend l'opportunité encore plus intéressante. Et la troisième innovation dont je voulais vous parler en particulier, c'est Matrix, qui est notre outil de mesure de la performance. On a parlé de la performance de nos campagnes marketing. Fait des marques externes. Donc c'est un outil de mesure de la performance sur tous les canaux médias et hors médias. Donc c'est du marketing mix modeling qui fait la corrélation entre les activités marketing et nos ventes via les outils de machine learning. Concrètement, ce qu'on obtient avec Matrix, c'est le ROI, par exemple, de la télé de Jameson aux US, mais pas seulement. En fait, ça permet aussi de voir à quel point la marque est réactive à la télé. Donc, on voit ce qu'on obtiendrait comme vente additionnelle si on investissait davantage. Et à contrario, on voit les effets de saturation. Les données qu'on utilise, c'est toutes nos activations marketing donc qui nous appartiennent via nos agences, GRP, impression, semaine par semaine. Et les données de vente qui sont souvent, pour la plupart des marchés, des données panélistes. Donc vous voyez que c'est un écosystème qui nous permet d'être relativement indépendant des menaces comme le cookie-less, ce qui ne veut pas dire qu'on est totalement préservé, et il faut rester prudent, mais c'est la force de ce modèle. Et également, on a fait le choix, c'est assez unique, d'internaliser à 100% cette capacité avec nos propres équipes
technique, data science, en lien avec le business. Donc c'est intéressant ce que tu dis sur le lien entre, les experts et le business. Je connais bien ça et ça marche très bien. Et c'est un outil qu'on a déployé dans toutes nos plus grosses filiales, Chine, US, Inde. On sort 2 types d'utilisation principales. Le premier qui est assez macro et stratégique, qui est d'accompagner les marchés pour faire la meilleure allocation budgétaire d'une marque à l'autre et d'un canal de communication à l'autre. Donc on demande maintenant au marché d'utiliser Matrix systématiquement et d'accéder à un maximum de recommandations de l'outil, et sinon de nous expliquer pourquoi. Et souvent il y a des très bonnes raisons qui sont liées à des assets créatifs nouveaux ou un environnement de la concurrence qui est différent. La force de ce qu'on fait, c'est qu'on a complètement standardisé le modèle. Donc maintenant, on peut aussi faire des réallocations entre les pays potentiellement, donc ce qui rend la chose particulièrement utile aussi pour en tirer des enseignements très macro. Donc ça rejoint aussi le deuxième challenge dont je parlais du marketeur, qui est d'être chirurgical sur l'exécution. Là, ça permet vraiment de décortiquer les facteurs explicatifs du ROI, parce qu'en fait, c'est une équation à 1000 inconnus. Le ROI peut être bon ou mauvais en fonction de la saisonnalité, de la taille de la cible, évidemment du contenu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait, c'est un centre d'excellence de média planning qu'on a renforcé via Matrix et qui nous permet aussi d'avoir des enseignements un peu macro. Je peux en citer 3. Le premier, c'est l'éternelle question de qu'est-ce qui est le mieux entre une bonne créa bien exécutée ou une créa moyenne exécutée à la perfection. Et on arrive à identifier le fait que l'exécution a quand même un effet très fort, même si il y a un minimum évidemment de qualité de créa pour avoir un bon ROI. Le deuxième exemple qu'on regarde beaucoup, c'est les effets de halo d'une franchise de marque à l'autre. On a ça dans beaucoup d'industries, pas que la nôtre, mais on fonctionne beaucoup sur les modèles d'innovation qui sont des extensions de gamme, donc on mesure ça. Et le dernier, c'est le halo entre les canaux de communication. On voit par exemple que le digital, quand il est joué en même temps que la télé, est 30% plus efficace que s'il est joué seul. C'est clair. Alors, merci Antoine. Dernier tour de table, on a un peu abordé les uns et les autres le sujet de l'IA. Selon vous, est-ce que l'IA va justement apporter un nouveau souffle à l'acquisition, Stéphanie ? Nous, à l'intérieur du groupe et particulièrement chez Pierre et Vacances, on prend le sujet comme on sait faire, c'est-à-dire de façon très pragmatique. On a volontairement en fait pas démarré très vite en mode exploratoire. On a plutôt d'abord travaillé. D'abord, on a fait beaucoup d'acculturation parce que c'est loin d'être fini. Mais bon. Donc, acculturation, formation. Ensuite, notre volonté, notre choix, ça a été d'abord travailler avec les briques de nos des solutions partenaires avec lesquelles on travaille. On a beaucoup avancé tout de suite en retouche d'images, génération d'images, traduction, qui ont le mérite d'être pas trop compliqué à faire, retouche plus que génération, mais donc d'aller vite vers de l'appropriation et puis de générer en fait des savings, et ça c'est toujours bien pour ensuite vendre les projets en interne, même si je pense que c'est pas vraiment l'angle principal, mais bon. Voilà, renfort de l'analyse sémantique, etc. Et bien sûr, toute la partie, nous on a travaillé pas mal en SEO au départ, plus ou moins de succès. Là, on va accélérer, parce que dans notre plan stratégique, donc dit réinvention, là, le pilier AI générative est sur la table là, pour les 2 ans qui viennent, ce qui nous fait un point commun avec 100% des boîtes, je pense. Voilà. Avec, pour Pierre et Vacances, 3 chantiers identifiés. Le premier, c'est la réponse aux avis. Nous, alors, je pense que dans ton business, c'est essentiel aussi, mais en fait, c'est essentiel dans tous les business. Oui, un peu moins peut-être. Mais donc, nous, on a un très gros volume d'avis publics, donc à la fois sur Booking, Trip, Google, etc. J'avais dit que je ne citerais pas de nom. Je les ai tous cités.
Et donc, il faut pouvoir répondre à la fois sur le fond, mais aussi de façon visible pour assurer la vente d'après. Donc, ça, on a fait on a fait des tests avec la brique du partenaire avec qui on travaille sur cette partie-là. Et on a fait des tests en interne et qui ont montré qu'en fait, sur les réponses aux avis, c'était compliqué, parce que nous, on a 200 résidences France-Espagne. Donc, il peut y avoir des avis très positifs, il y en a beaucoup. Il y a aussi des avis moins positifs. Honnêtement, le match, là, il n'est pas satisfaisant. En revanche, là où on a très bien performé, c'est sur les réclamations. On en a beaucoup moins, mais on a des taux de succès à 98-99%. Donc ça, évidemment, ça va nous aider à automatiser une partie des flux et remettre les gens qui travaillaient sur les réclamations plutôt sur la relecture d'avis clients pour pouvoir aboutir là-dessus. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième, c'est évidemment... Là, pour le coup, c'est très exploratoire, mais on se pose tous la question de ce que sera demain un site e-commerce, et particulièrement sur des cycles longs. Enfin, je sais pas, il y a des produits plus engageants que nôtres. Le nôtre, c'est entre 6 et 7 visites sur le site avant de choisir. Donc, tout ce sujet conversationnel, d'essayer de bouger les interfaces, rentrer par plutôt les envies de vacances qu'une sélection de lieux. Enfin, voilà, donc on va regarder ce qui est faisable. Là, on sera vraiment en phase, je pense, un peu d'observation au début. Et le troisième qu'on fait déjà, c'est plutôt c'est pendant le séjour, de travailler là aussi avec une brique d'une solution partenaire sur le conseil autour de la résidence. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire, comment organiser les visites, enfin voilà, des recommandations. Et ça fonctionne déjà vraiment très très bien. Et pour faire un rebond par rapport à ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien l'idée que notre premier use case super bon en AI, c'est celui qui permet de sortir et d'aller dans la vraie vie visiter des trucs. Enfin, je pense que c'est intéressant comme enseignement. Merci Stéphanie. Loïc, votre point de vue justement par rapport à l'IA et l'usage et son impact sur l'acquisition à horizon peut-être 2026 ? Déjà, c'est un formidable outil pour s'amuser. Donc, nous, on l'a testé là, on avait une campagne où un message, c'était de dire rappeler aux Français que tout le monde peut s'assurer chez Direct Assurance. Et donc, dans l'idée créa, c'était de mettre en scène des personnages qui n'existaient pas. Donc une sirène, un cosmonaute, etc. Et donc avec l'agence, on a travaillé ça avec l'IA. Donc on a généré ces images avec l'IA. Le petit retour d'expérience un peu amusant, c'est que ça aurait été beaucoup plus simple d'acheter une image toute faite. Il y a beaucoup de retravail, etc. Mais c'est ça qui est un peu excitant et on est super content du résultat. Maintenant, on a aussi des approches évidemment plus pragmatiques et au service du business. Déjà, nous, sur l'acquisition, en fait, comme on a un tarif très sophistiqué, qui est quasiment chaque personne a son tarif, qui nous permet de faire 310 € d'économie en moyenne sur l'auto et l'habitation, bah ça, on pose un certain nombre de questions, parce qu'on ne les connaît pas, nos prospects, donc on pose une quarantaine de questions. Et en fait, l'IA et ce type de choses me permet de proposer des parcours alternatifs, qui est un peu dans le concept. Je redonne en fait la main au prospect en lui disant choisis le type de parcours que tu veux. Soit tu réponds à 40 questions, soit bah, tu prends en photo ton permis de conduire, ta carte grise, etc. Et j'ai du coup de l'OCR, de l'extraction de données automatique, et qu'il y a des très bons résultats avec l'IA. On arrive à 90-95% de lecture automatique de ces données, malgré des qualités de photos de temps en temps. Bon, je regarde des trucs, mais on ne voit pas bien. Et même, on a des outils du type comparateur d'assurance. Donc, il y a un certain nombre de clients, 30% chez nous, qui acceptent de rentrer le login et le mot de passe de leur assureur actuel, de leur espace perso. Et donc, ça nous permet de comparer en direct les garanties et le prix. Et donc, on est bien sur un rapport qualité-prix et plus juste prix. Donc ça, on le fait sur l'acquisition. On le travaille aussi sur notre sophistication tarifaire et le produit. Sur le produit, par exemple, ça nous permet de sortir un produit qui s'appelle YouDrive. On est tous persuadés de super bien conduire. Et du coup, on se dit, bah, pourquoi moi je paye plus cher que les autres ? Donc on a un boîtier qu'on peut mettre dans la voiture et on utilise les données du téléphone sur l'accélération, etc. Et en fonction du comportement de conduite, vous avez un retour. Donc après, vous avez un score sur 100 après chaque trajet. Et en fonction de ça, de votre score de conduite, vous pouvez avoir jusqu'à moins 50% sur votre prime mensuelle. Et donc on vous rend de l'argent tous les mois si vous conduisez bien. Et en plus, ce qui est l'avantage, une conduite bien, c'est aussi une conduite douce. Et donc vous consommez moins de carburant sur le sujet. Et on l'utilise évidemment dans la sophistication tarifaire, puisque ça permet, on a énormément de données qu'on reçoit, et donc de faire tourner des modèles de MLOps, etc., pour automatiser un peu cette génération de tarifs. Voilà, donc les champs sont vastes, et comme c'est encore une technologie qui émerge, et qu'il faut bien surveiller, etc., mais ça ouvre des champs possibles qui sont assez intéressants. Émilie, pour Fnac Darty ?
Oui, transition toute trouvée. Effectivement, l'IA, ça ouvre un champ des possibles extrêmement large. Il y a énormément de use cases. Donc là, pareil, où je rejoins mes camarades, c'est que on a une approche très pragmatique, très vigilante, parce que c'est aussi des outils qui présentent des risques. Et donc, nous, on a vraiment une approche par système de POC, où on fait des tests, on regarde, on vérifie que tout se passe bien, on vérifie qu'effectivement, ça reste que le parcours qu'on offre à nos clients reste cohérent avec ce que nos marques veulent offrir à nos clients, et puis qu'effectivement derrière il y a une vraie valeur ajoutée, parce que l'IA a une vraie valeur ajoutée sur certains sujets, et puis sur d'autres, effectivement, on se rend compte que ça fonctionnait aussi très bien avant. Donc nous, le champ des possibles sur l'e-commerce, on a déjà évoqué sur les leviers, donc ce qu'on peut faire sur le SIA, ce qu'on peut faire sur le SEO avec de l'automatisation de production de contenu. Alors nous, sur le contenu, il y a notamment toute l'information autour du produit, donc la génération de description de produit, de l'information produit, qui est vraiment, pour le coup, la data qui à la fois a beaucoup de valeur pour le client, mais qui est un peu fastidieuse à produire par de l'humain. Et puis aussi, nous, on peut avoir des use cases autour du prix, c'est ce qu'on s'est dit. On sait que le prix, c'est quand même un levier de choix essentiel quand on est un client. Donc, travailler nos pricing avec et de la donnée de pricing avec de l'IA, tout ça, ce sont des pistes intéressantes. Et puis après, effectivement, une fois que... Alors, moi, je vais surtout parler des sites de e-commerce, de la recommandation. Effectivement, nous, sur les avis clients, on a aussi des use cases avec de l'IA. Et c'est là où on se rejoint. Nous, on s'en sert surtout pour de la modération. C'est-à-dire, pas tellement pour de la réponse, parce que là, ça devient quand même un peu compliqué d'avoir des réponses structurées, personnalisées pour des clients. Par contre, modérer les avis spontanés qui ont été postés pour regarder si l'avis correspond bien à la charte, voilà, et donc ça nous permet de pousser des volumétries d'avis pour accompagner dans l'aide au choix. Voilà, ça ce sont toutes ces pistes-là, et je pense que ça n'est que le début, mais on en revient aussi à ce que Stéphanie disait tout à l'heure, c'est aussi l'occasion d'une prise de hauteur, c'est-à-dire de se redire qu'est-ce qui est important pour nous, où est-ce qu'on veut accompagner nos clients, et encore une fois, ça ouvre un champ des possibles extrêmement large, mais ça reste un outil. Et donc c'est un outil qu'il faudra s'approprier, qu'il faudra maîtriser, et qui va rentrer dans notre palette d'outils du quotidien. Merci. Antoine, le mot de la fin, plus globalement, l'innovation dans le groupe Pernod Ricard autour des sujets marketing, digital. Oui, je vais rebondir sur un peu ce que vous avez dit. Nous aussi, je pense qu'on a tous à cœur de fluidifier l'expérience conso aussi en termes de médias. Et c'est là où l'intelligence artificielle présente des opportunités fantastiques, puisque déjà, on l'a évoqué, on peut faire beaucoup de test and learn pour vraiment affiner l'exécution en termes de taille de cible, niveau de fréquence, pour vraiment optimiser cette expérience conso en termes de médias. Et c'est ce qu'on fait notamment avec des partenaires digitaux pour vraiment rapidement tester et mesurer via l'outil Matrix dont je vous ai parlé. Et après, je pense qu'il y a un énorme champ, évidemment, qu'on a évoqué sur la créativité. Un exemple, nous, sur la créativité, l'IA générative, c'est Absolute au Canada. En fait, on a collecté auprès de tous les bartenders au Canada les recettes, les différentes recettes de cocktails avec des ingrédients très locaux d'une région à l'autre et d'une ville à l'autre. On a mis ça dans une plateforme de GenAI qui a ressorti des propositions de visuels très disruptifs de cocktails qu'on a derrière reproposé aux bartenders pour qu'ils les recréent dans leur bar. Et ensuite, on a communiqué de manière hyper localisée sur ces cocktails pour inviter les consommateurs à retrouver ces cocktails dans leur bar. Et je trouve que c'est assez puissant le fait que ça parte du bartender et de l'humain
il y a GenAI qui vient amplifier ça, mais ça revient toujours sur l'humain derrière en termes d'exécution et d'expérience consommation. Donc moi j'ai une formule en interne qui est E égale MC2, c'est-à-dire que l'efficacité des plans marketing est égale à M, la mesure de la performance, notamment le ROI via Matrix, fois C, la créativité qui, on le sait, tire le ROI, et au carré, c'est-à-dire au carré sur l'exécution, parce que il faut être au carré sur l'exécution pour que ça fonctionne in fine. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour vos retours d'expérience. Très bien. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À très bientôt. Merci. Merci.